L'endométriose, les 4 problématiques sur lesquelles il faut absolument agir. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose et quelles sont les 4 problématiques sur lesquelles il faut agir. Si vous aimez nos contenus vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker, à commenter et à partager. Dans un premier temps, je vous parlerai de l'équilibre hormonal qui est si spécifique à l'endométriose. Ensuite, nous parlerons de l'inflammation, qui est une partie intégrante de cette pathologie, malheureusement, mais aussi de l'équilibre immunitaire. Et pour finir, j'aborderai les difficultés de maturation folliculaire dans le cadre de l'endométriose. Parlons tout d'abord de l'équilibre hormonal spécifique à l'endométriose. Il faut bien comprendre que l'endométriose est une pathologie hormonodépendante et plus particulièrement œstrodépendante. C'est-à-dire que les poussées d'endométriose sont conditionnées par les œstrogènes et par un excès d'œstrogènes. Et que donc à chaque fois qu'on va augmenter la quantité d'œstrogènes, la production d'œstrogènes, on va aggraver en fait la pathologie. Et que pour canaliser l'évolution d'une endométriose, eh bien tout simplement, il faudra agir en tout premier sur l'équilibre hormonal. Et pour cela, je vous encourage à regarder notre contenu vidéo dans lequel on parle de façon très générale de l'équilibre hormonal et de comment l'influencer, puisque ce sont principalement les graisses, les sucres dans notre alimentation qui vont influencer l'équilibre de nos hormones. Et donc notre alimentation est le meilleur outil pour influencer l'équilibre hormonal et pour canaliser la prolifération d'une endométriose. Donc ce premier point d'équilibre hormonal, il faut y être très vigilant puisque l'objectif sera de canaliser et d'équilibrer la production des œstrogènes afin de limiter la progression du tissu endométrial. Le deuxième point, c'est l'inflammation. Vous le savez, l'endométriose, ça fait mal, c'est un tissu chaud qui prolifère et qui est fortement inflammatoire. Les cellules endométriales elles-mêmes produisent des interleukines pro-inflammatoires qui inflamment le tissu à l'interne, mais qui vont aussi aller inflammer certaines parties tout autour du tissu. Et c'est ce qui fait que ce tissu est aussi hyper proliférant. Donc bien évidemment, si on veut canaliser l'activité de ce tissu endométrial, il va falloir canaliser l'inflammation et mettre en place des attitudes anti-inflammatoires, donc des attitudes de vie anti-inflammatoires, des attitudes aussi alimentaires anti-inflammatoires, pourquoi pas des compléments alimentaires anti-inflammatoires, mais en tout cas cadrer son mode de vie, son hygiène de vie, essayer de repérer ce qui amène de l'inflammation ou ce qui empêche la régulation d'une inflammation pour pouvoir agir dessus. Alors c'est typiquement ce qu'on fait dans nos programmes, d'aller repérer par exemple tous les facteurs qui peuvent influencer l'équilibre inflammatoire et qui peuvent vous empêcher de résoudre correctement un état inflammatoire ou d'aggraver en fait un état inflammatoire. Et donc l'idée étant de mettre en place toutes les meilleures attitudes possibles pour canaliser l'inflammation de ce tissu et la production d'interleukines de ce tissu endométrial. Le troisième point, c'est l'équilibre immunitaire. Et là, vous vous direz, mais quoi? On parle encore d'immunité dans l'endométriose, mais on parle d'immunité partout, en fait, dans la fertilité. L'immunité, c'est vraiment un point central de la fertilité, de la progression d'une grossesse, de la réussite d'un projet de conception. Et dans l'endométriose, c'est très particulier, puisque finalement, cette immunité qui est dans le tissu endométrial et qui est chez les femmes qui ont de l'endométriose au niveau sanguin, on n'y comprend rien. On sait simplement que dans l'endométriose, il y a du déséquilibre immunitaire. Que ce déséquilibre immunitaire au niveau du tissu endométrial lui-même n'est pas le même qu'au niveau sanguin. Et en tout cas, on sait qu'il y a cette grosse masse de déséquilibre immunitaire qui favorise très certainement la prolifération du tissu. Par ailleurs, certaines études ont montré qu'en utilisant des régulateurs immunitaires comme la vitamine D, comme les probiotiques, comme les oméga 3 ou des attitudes alimentaires qui vont créer de l'équilibre immunitaire, eh bien, on arrive à diminuer très facilement les douleurs d'endométriose et on arrive aussi à canaliser la progression d'une endométriose et probablement augmenter les probabilités de grossesse. Donc quand on veut traiter une endométriose, il faut faire évidemment très attention au contexte immunitaire puisque une immunité qui déraille, c'est aussi un tissu qui devient
inflammée. Et donc, on aggrave l'inflammation et on aggrave tout le contexte de l'endométriose. Donc, immunité, c'est un point clé. Et le dernier point, très spécifique à l'endométriose, c'est la difficulté de maturation folliculaire. Peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà vécu, de faire par exemple une fécondation in vitro, vous faites votre stimulation, vous avez des follicules qui se développent, et puis finalement, quand on fait la ponction des follicules, dans ces follicules, il n'y a pas d'ovocytes, ou les ovocytes sont altérés, et finalement, on se retrouve avec des ovocytes de faible qualité. Il faut comprendre que l'endométriose est donc un tissu inflammatoire qui produit des molécules inflammatoires et que certaines de ces molécules inflammatoires, pour certaines, il a été démontré qu'elles étaient capables d'infiltrer le liquide folliculaire et de diminuer en fait la qualité, d'altérer en fait l'ovocyte en lui-même, ce qui fait que finalement on a des follicules qui maturent, mais en fin de maturation on va avoir un ovocyte de moindre qualité. Donc il faut être absolument attentif à cela dans le cadre d'une endométriose. Quand on va faire une stimulation en vue d'une FIV, il va falloir absolument au préalable gérer tous les contextes dont on a parlé. L'équilibre hormonal, l'inflammation et l'immunité pour favoriser une maturation folliculaire efficace, sinon vous risquez de faire une FIV pour rien qui ne va pas donner des ovocytes de qualité. Sachez-le, dans le cadre d'une endométriose, on a vraiment cette problématique de maturation folliculaire moins efficace et qui peut être altérée par les résidus en fait d'inflammation de votre tissu endométrial. Et pour cela, il y a de nombreuses actions à mettre en place, mais il faut comprendre de quoi on parle. Il faut comprendre comment est votre équilibre hormonal, comment est votre équilibre immunitaire et comment on va pouvoir influencer toutes ces choses en même temps pour donner du potentiel et améliorer justement vos résultats dans une fertilité naturelle ou dans une fertilité en médecine de la reproduction. Et dis-moi Virginie, est-ce que se faire opérer de l'endométriose suffit pour augmenter ses chances de réussite à son traitement de PMA ou de conception naturelle? Alors aujourd'hui, on ne sait pas faire régresser le tissu endométrial. En tout cas, tout ça, c'est pas documenté. La seule chose qui permet d'enlever du tissu endométrial, c'est effectivement d'aller réaliser une opération et tout en finesse, d'aller enlever ce tissu endométrial. Et ça permet effectivement d'augmenter les chances de réussite d'une FIV, d'augmenter les chances de réussite dans une conception naturelle. Mais il faut bien comprendre que le tissu endométrial est un tissu hyper proliférant et qu'il est reproliférant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est opéré qu'on est sorti de l'endométriose. Et moi, je suis très explicite sur ce point avec mes patientes. Je leur dis en permanence, si vous êtes opéré, c'est très bien, puisque ça enlève le tissu qui avait proliféré au préalable. Par contre, ce qu'on doit faire nous maintenant, c'est éviter que ce tissu reprolifère et canaliser tout le contexte d'endométriose. Canaliser l'inflammation, canaliser l'équilibre hormonal, canaliser l'équilibre immunitaire et amener justement un meilleur potentiel de maturation folliculaire. Et tout ça, l'opération ne va pas le faire. Elle va juste enlever le tissu et ce tissu, si rien n'est fait derrière sur le plan du terrain, il risque de reproliférer. Et alors dis-moi Virginie, dans le cadre d'une FIV, qu'est-ce que tu recommanderais comme action pour augmenter ses chances dans le cas d'une endométriose? Alors dans le cas d'une FIV, il faut être très vigilant parce qu'à chaque fois qu'on va faire une stimulation, on va faire monter le taux d'œstrogène. Et en fait, je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, l'endométriose, c'est une pathologie œstrodépendante. Si vous faites monter le taux d'œstrogène, vous faites proliférer le tissu endométrial. Ça, on ne passe quasiment pas à côté. Donc chaque FIV coûte cher. C'est pour ça que dans le cadre d'une endométriose, vu le coût d'une FIV sur la prolifération du tissu, sur son corps en fait, et sur le corps et sur justement la progression de la maladie, il faut absolument préparer cette FIV, déjà pour ne pas avoir une surréactivité des oestrogènes, mais aussi pour pouvoir canaliser le contexte inflammatoire et exactement ce que je disais juste avant, favoriser une maturation folliculaire efficace, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets, entre guillemets, de l'inflammation qui soit transmis aux follicules pendant leur maturation et qui abîme finalement la qualité de l'ovocyte. Donc il faut préparer le contexte. Et c'est ce qu'on fait, par exemple dans les programmes InFIV, quand on a une femme qui a de l'endométriose, on va analyser tout son terrain et on va préparer le contexte en se disant que la FIV représente un risque de prolifération, que ce risque non seulement on veut le canaliser, mais qu'on veut potentialiser aussi les chances de succès. Voilà, il faut éviter de faire trop de traitements quand on a une endométriose parce qu'à chaque fois ça prolifère. En fait, il faut faire le moins de traitements possible et si possible réussir au premier ou au deuxième traitement le plus rapidement possible. Ça, c'est l'objectif qu'on se donne, nous,
quand on prend en charge justement des femmes qui sont sujettes à l'endométriose. Et dis-moi, est-ce que après coup, il n'y a pas quelque chose qui peut justement aider par rapport à l'endométriose, c'est-à-dire une fois qu'on est enceinte? Alors si, évidemment. En fait, on a un petit peu cette idée que la grossesse crée vraiment parfois une résolution de l'endométriose, et là-dessus, il y a aussi des études qui ont été réalisées sur justement la grossesse, et pas que la grossesse, mais aussi l'allaitement. Donc c'est vrai que quand on a une endométriose qui est très proliférante, il y a quand même des moyens de canaliser cette endométriose. Le premier moyen, c'est effectivement d'obtenir une grossesse, de faire toute cette grossesse où le tissu endométrial va se calmer puisqu'il n'y a plus la même activité hormonale, et ensuite, si possible, d'allaiter le plus souvent, enfin le plus longtemps possible, puisque finalement, l'allaitement va aussi continuer à équilibrer non seulement l'équilibre hormonal, mais aussi l'équilibre inflammatoire, mais aussi l'équilibre immunitaire, et si possible, à la fin de l'allaitement, vu que le tissu endométrial devrait être au calme, de retenter une nouvelle grossesse, de relancer une nouvelle grossesse, et de suivre le même processus, grossesse, allaitement, et puis comme ça, l'objectif sera d'enchaîner les grossesses avec des allaitements au milieu, et ça permet, alors moi je l'ai beaucoup expérimenté avec mes patientes, et on se retrouve finalement avec des endométrioses qui peuvent parfois complètement s'endormir, et un terrain endométrial qui disparaît complètement, et c'est vrai que la grossesse et l'allaitement sont parfois, c'est pas toujours le cas, mais que sont quand même souvent l'outil numéro 1 de résolution d'un contexte endométrial.